C'est bien, 24, 25. C'est un bon nombre pour travailler. Donc l'idée ce soir, c'est de travailler les chemins d'Inkscape en vue de la broderie. Alors ça va être une séance C'est comme ça? en deux parties. Séance en deux parties parce que nous travaillons avec une version de Zoom qui est une version limitée à 100 personnes et à 45 minutes de travail. Donc, dans 45 minutes, il va falloir relancer la machine. A priori, c'est le même lien qu'il faudra utiliser. Si ça ne marche pas, je mettrai un autre lien. On va se faire une petite récré de 5 minutes entre les deux séquences. Ok. Alors, je vous explique comment se passe la première. Donc, dans la première, je vais essayer de faire un tour un petit peu complet de ce que sont les chemins avec un exemple qui va nous occuper pendant la première partie de la séance. Ensuite, on aura notre pause obligatoire. Et après la pause obligatoire, on partira d'un fichier qui existe déjà et on verra comment classer les chemins, comment regrouper des bouts de travail pour pouvoir faire une broderie qui soit un petit peu organisée. Et dans un dernier temps, si on a avec nous Nathalie, que je n'ai pas encore vue, mais si elle est là, elle le dira. Elle est là, Nathalie? Oui. Mais oui. Donc Nathalie est là, mais elle n'est pas sous son nom. Elle est sous le nom de Raphaël, là. Ok. Ah, c'est pas ça. Donc, Mais pourtant, j'ai changé. Alors, attendez. ah, c'est pas grave. Et dans un dernier temps, on travaillera sur son ours. Donc là, on fera un exercice complet. Alors, moi, je vous propose de démarrer. Je vais vous partager mon écran. C'est bien, on n'a pas de bruit arrière aujourd'hui. L'autre jour, on en avait quelques-uns. Si vous avez dans la pièce quelqu'un dont vous pensez qu'il ne va pas être assez discret, du type un chien, un enfant, un époux un peu épouvantable, vous coupez les micros. Si vous pensez que les gens qui sont autour de vous sont plutôt sympathiques et aimables, vous gardez le micro parce que ça va nous permettre de dialoguer, ça vous permet quand même de poser des questions en cours de route. Pour l'instant, c'est parfait. Donc, on y va. On y va, je vais vous partager mon écran. Parmi vous, est-ce qu'il y a des tout neufs, tout neufs, tout neufs? Oui. Oui? Oui. Génial, très bien. Oui, peut-être. On va voir. Donc, on a Clarence. Petite chose, Oui. si on coupe les micros, on Oui. peut très bien rétablir momentanément le micro en appuyant sur la barre d'espacement, ce qui permet de prendre la parole quand on le souhaite et de ne pas gêner le reste du temps. D'accord. Bon, pour l'instant, ça ne s'impose pas vraiment, mais c'est vrai qu'il faut qu'on évite que ça se reproduise comme l'autre fois. Je suis d'accord, Françoise. Alors, on y va, je vous partage. De toute façon, s'il y a trop de bruit, je vous couperai tous, hein, après tout. Voilà. Parce que c'est vrai que ça gêne tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, je lance mon… Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sous cet environnement. Moi, je suis sur Mac. Donc, il y a des toutes petites différences. Et il se trouve que le logiciel fonctionne sur tous les environnements. Et moi, je suis drôlement contente de l'avoir trouvé parce qu'il y a très, très peu de choses pour Mac. Alors, je vous lance mon Inkscape et on va commencer par le premier travail, à savoir configurer un petit peu Inkscape. Quand vous arrivez, donc vous avez en général déjà assisté à la séance de Françoise. Quand vous arrivez sur votre page de travail. Françoise avait une page au format A4. Moi, j'ai une page, parce que je préfère, qui est exactement au format du cadre que j'adore utiliser. C'est un cadre de 140 par 140 et j'ai fait en sorte d'arriver toujours sur une page de ce format-là. Vous pouvez avoir d'autres formats, mais vous pouvez le paramétrer. Si vous n'arrivez pas sur la bonne page, vous avez tout là-haut quelque chose qui vous permet d'éditer les préférences de votre document. Et là, vous pouvez donner des dimensions à votre page. Alors, pour le travail qu'on va faire aujourd'hui, vous avez besoin de paramétrer un certain nombre de choses qui resteront d'ailleurs paramétrées. Ça se fait dans les préférences d'Inkscape et ça concerne les nœuds. Alors,
Donc, dans les outils, les nœuds. Dans les nœuds sont des parties intégrantes des chemins. C'est bien d'afficher les poignées de sélection. Donc, de demander que soient toujours affichées les poignées de sélection. La modification de dégradé, on n'en a pas grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose. Les contours de chemin, vous pouvez choisir la couleur. Par défaut, c'est rouge. C'est pratique d'avoir des chemins rouges. Comme ça, on est tous avec la même convention. Maintenant, vous pouvez vouloir autre chose. Toujours afficher le contour des objets, mettre à jour les chemins, les contours, etc. Très important, afficher le sens des chemins sur le contour. Quand on dessine, on va dessiner des chemins et le sens dans lequel on a dessiné va conditionner le sens de la broderie. Et c'est bien pas passer son temps à sauter d'un endroit à l'autre. Afficher le sens des chemins, sachant qu'on va pouvoir modifier le sens d'un chemin, c'est-à-dire aller du point A au point B ou du point B au point A, c'est bien qu'il soit affiché. Comme ça nous permet de savoir comment la broderie va se faire. Afficher les poignées de transformation, c'est pas mal. Et puis, le dernier, je ne sais même pas à quoi il sert. Moi, je coche tout. Hein. Autre chose qui est important dans l'interface, c'est la position des boîtes de dialogue. Et alors, voilà. Les boîtes de dialogue, ce sont ces petites choses qui permettent de faire toutes sortes de réglages. Moi, je vous conseille de ne pas les laisser flottantes, mais bien de les mettre ancrables. Elles vont toutes se situer à droite. Vous voyez ma souris descendre là? Là, sur cette partie, j'ai des boîtes de dialogue. Elles sont ancrées à droite. Si je veux les faire flotter, je le décide. Mais quand elles sont ancrées, ça m'évite d'avoir l'écran plein de boîtes dans tous les sens. Et ben, c'est déjà pas mal. Quelque chose que je vous conseille aussi d'utiliser dans l'interface, le jour où vous aurez le temps, Laure Doisneau nous a fait un magnifique document sur les palettes de couleurs. J'imagine que vous n'avez pas 36 000 fils, mais un nombre limité de fils. Alors, je vous montre où se trouvent les palettes utilisateurs. Si vous avez fait l'installation, vous avez déjà eu ce genre de choses à régler. Donc, les palettes, j'ouvre le fichier, le répertoire, pardon. Et moi, je me suis fait InStitch, Marif c'est moi. Je me suis fait ma propre palette. J'ai 13 pauvres bobines de couleurs et je les ai mis toutes les 13 dans ma palette. Ce qui me permet de ne travailler qu'avec les couleurs que j'ai. J'aimerais bien travailler avec celles que je n'ai pas, mais quand je passe sur la brodeuse, je n'en dispose pas. Donc, j'ai limité. Hein, j'ai mis ma propre palette, sachant que je peux retrouver les autres quand même. Voilà pour ce qui est de l'interface avec laquelle c'est bien de pouvoir travailler. Alors, les palettes, je vous en cause tout de suite. En standard, ah oui, mais il faut que je vous pousse. Si vous appuyez tout en bas à droite dans la barre des palettes, clac, vous voyez apparaître toute une série de palettes, et notamment les palettes d'InkStitch avec les couleurs de fil, avec les marques de fil. Alors, moi, il se trouve que j'utilise du Madeira Rayon. J'aurais pu prendre toute la palette Madeira Rayon. Je n'ai sélectionné que mes couleurs. Voilà, donc je me suis fait un fichier spécial. Et tout ça, c'est expliqué, vous le trouverez dans la documentation d'InkStitch sur le Facebook. On est parti, on s'en va dans les chemins? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on démarre. Donc, je vous propose d'apprendre à dessiner. Donc, on va importer. Je ne suis pas une très bonne dessinatrice. Hein. Donc, on va importer. Je vais dessiner à partir d'une image. Voilà, que j'ai rangée dans la visio du 4 septembre. Cette image, c'est un éléphant. Alors, pourquoi je vous montre ça? Est-ce que vous allez le voir là? Non.
Je vais vous le montrer comme ça. Quand j'ai appris à dessiner avec Inkscape, que je ne connaissais pas nécessairement beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je me suis donné un challenge. C'était de faire des torchons. J'avais besoin de faire un cadeau à toute une série de personnes. Donc, j'ai fait des torchons. Et la particularité, alors on aime ou on n'aime pas, peu importe, moi j'ai appris à dessiner comme ça. Ce sont des motifs qui sont faits avec du trait continu. C'est-à-dire qu'on part d'un coin et hop, le dessin se réalise d'un bout à l'autre sans lever le crayon. Et c'est un exercice, donc j'ai fait plusieurs motifs de torchons comme ça. Et c'est un exercice qui est super intéressant et qui m'a permis vraiment d'apprendre à dessiner et de maîtriser ces fameuses courbes de Bézier. Donc je vous le recommande, vous écrivez, vous cherchez dans Google dessin au trait continu et vous en trouvez des séries. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai choisi l'éléphant. Donc on va le dessiner. Alors je suis en train d'importer ce fichier. C'est un fichier qui est au format GIF, il aurait pu être non pas GIF, peut-être PNG. En tout cas, c'est un fichier image. Donc, je l'importe, je ne l'ouvre pas. C'est un fichier qui vient d'ailleurs, il va transiter sur ma machine, mais il ne va pas du tout rentrer dans ma broderie. C'est juste pour m'aider à la faire. Donc, hop, là. Alors, voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais, parce que je n'ai pas fait importer, tout bêtement. Donc, fichier. Enfin. Je l'importe. Voilà, mon éléphant. Alors, il y aurait bien une solution qui consisterait à le vectoriser. Mais quand on vectorise, on n'apprend pas à dessiner. Donc ce soir, on apprend à dessiner. Cet écran, vous le reconnaissez bien. Vous avez là les outils. Vous avez tout en haut des éléments qui changent selon l'outil qu'on utilise. L'outil que je vais utiliser pour dessiner, c'est l'outil courbe de Bézier. L'outil courbe de Bézier s'utilise de plusieurs façons. Moi, je vais l'utiliser de la façon la plus classique, chemin de Bézier, avec des nœuds et un certain nombre de choses qui vont me permettre de modifier les lignes qui séparent les nœuds. On a des choses très amusantes, je vous montre rapidement. Le chemin spirographique, je suis sûre que ça peut vous faire rêver. Ça fait des courbes qui sont super sympas. Mais on n'utilisera pas ce soir. Donc j'efface. Les bestlines, c'est une autre façon de dessiner, mais là il faut être assez fort aussi pour anticiper sur ce qui va se passer. On ne va pas l'utiliser ce soir. On peut décider de ne tracer que des droites. Là, on trace. On n'utilise pas ça ce soir. Ou des droites perpendiculaires entre elles. Voilà, les diverses options qu'on peut utiliser avec les courbes de Bézier. Donc, j'ai dit que nous, on travaillerait avec des nœuds. Alors, oh là, très important. Alors, moi, je l'ai ici. Si vous n'avez pas cette boîte-là, la boîte à objets, ça va être l'essentiel de notre travail de ce soir, cette boîte à objets. Vous l'ouvrez en allant dans Objet, Objet. Ça vous ouvre donc une boîte. Cette boîte-là, elle est ancrée à droite. Alors, exceptionnellement, c'est la seule que j'aime bien faire flotter. Pour la faire flotter, je la prends et je la déplace. Alors, a priori, j'ai demandé l'enregistrement, hein, donc vous devriez avoir l'enregistrement. Ne prenez pas nécessairement des notes, plutôt... Ah. Alors, quand on est, Françoise le disait, je n'y croyais pas, je me disais qu'elle ne se débrouillait pas très bien, mais finalement, quand on est nombreux en ligne, les choses se manipulent moins facilement. Flûte, j'aimerais l'ouvrir un peu plus grande. Ah, non, non, je ne suis pas bonne. Oui, il faudrait effectivement, mais non. Ah là 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 là. Bon, eh ben, elle ne sera pas ouverte plus, je vais vous la faire défiler pour l'instant. On me dit qu'il y a une image dans la boîte, je n'ai que ça pour l'instant.
Donc cette image, c'est un objet pour Inkscape. Cette image, je vais la mettre un peu moins foncée parce qu'elle me sert juste de support. Et puis, je vais commencer à tracer avec des courbes de Bézier. Oh là, qu'est-ce qu'il fait mon curseur là? Oh là, il ne va pas du tout où je veux. Vous avez une idée? C'est à cause de la grille. Non, c'est pas tout à fait que la faute de la grille. La grille, elle peut. Il y a les mains. Il y a Voilà. pas les mains. Le magnétisme est activé. Donc, pour dessiner des choses fines, il vaut mieux désactiver le magnétisme. Voilà. Donc là, maintenant, je peux aller un petit peu partout. Voilà. Alors, je me dépêche et je dessine l'éléphant. Vous voyez que je suis très forte en dessin. Hop, hop. Hop. Alors ça, vous l'avez déjà vu. Je suis sûre que si vous avez déjà... que Claudette, par exemple, je suis sûre qu'elle a déjà fait ça. Moi, je fais que ça. Voilà. J'aime pas la vectorisation. J'aime pas la vectorisation automatique. On fera ça la prochaine fois. Vous le trouvez bon, mon éléphant? Non. Changer après. On va le modifier. Alors, je suis allée jusqu'au bout de la queue parce que je ne voulais pas tout faire d'un coup. Voilà. Donc, je passe en mode nœud. Le mode nœud, c'est celui qui me permet de retravailler une courbe. Je peux, par exemple, déplacer un nœud. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas trop bien placés, là, des nœuds. Je peux aussi, vous la voyez, ma courbe orientée, là, avec les petites flèches. Ça veut dire que si je brodais ce contour-là, ça démarrerait par le bout de la défense. Pour donner un petit peu de forme à mes courbes, je viens tout bêtement m'appuyer sur la courbe et petit à petit, je la façonne. Voilà. L'éléphant, c'est facile, hein, c'est pas toujours facile comme ça. Voilà. Hop. Et hop là. Bon, pas mal. Allez, je continue. Et je repars ici. Hop. Et je refais une nouvelle courbe. Hop, et on va essayer d'aller rapidement au bout. Hop, 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 et hop. Je valide à la fin de la courbe. Il me reste du travail d'amélioration. Je le fais rapidement. Voilà, le contour est bientôt dessiné. Si je voulais, par exemple, là, je trouve que c'est difficile d'ajuster cette courbe-là. J'ai du mal. Entre 2 points, si je sélectionne avec un clic un segment, je peux rajouter un point de plus. Ce point-là, je peux le déplacer et faire en sorte qu'il m'arrange pour tracer ma courbe. Donc, les courbes de Bézier, c'est quelque chose qui est assez puissant parce que ça permet vraiment d'ajuster très finement son dessin. Hop. Et hop. Allez. Vous m'excuserez, je ne vais pas le faire parfait, mais je suis sûre que vous allez avoir plaisir à le faire. Voilà. Voilà. J'ai juste un inconvénient là, tiens. Ah, mais mon trait, il n'est pas continu. Ah, flûte. J'en ai un là. Et puis j'avais celui-ci. Et je voulais que ce soit continu. Alors. Bon, pas de souci, il y a toujours des solutions. Je sélectionne les 2 courbes. Je vais m'approcher pour qu'on y voit plus clair. Zoomer. Je vois que j'ai 2 points là. Je m'en vais sélectionner les 2 points et demander que 2 points ne fassent plus qu'un seul. Et alors ça, j'aurais dû vous le montrer. Je vais le refaire.
Parce que ça, c'est essentiel. Oh, pourquoi il ne peut pas s'agrandir ceci? Il va me prendre toute la place, là, oui. Flûte et flûte. Alors, ma boîte objet. C'est où? Oui, peut-être que là, je vais... Voilà. Et non, il me l'a refait toute petite. Désolée, hein, c'est un truc qui se manipule très bien habituellement. Et là, il ne veut rien savoir sur les petites boîtes. Bon, de fait, je recule. On se rend compte que si je repasse en mode nœud, et là, si j'arrivais à lire dans ma boîte à objets, on verrait que j'ai maintenant un seul chemin, alors qu'à un moment, j'en ai eu deux. On voit bien que maintenant, les choses démarrent là et elles s'achèvent ici, au bout de la trompe. OK? Je vais même supprimer l'image du dessous, je n'en ai plus besoin. Donc cette image-là, qui fait partie des objets, je peux la supprimer. Moi, je vous conseille vraiment de vous habituer à manipuler cette boîte à objets. Je vais vous dire deux mots des types de nœuds. Vous la voyez, cette oreille, comme elle est vilaine, là, avec cette petite pointe. Donc, si je sélectionne ici ce nœud, je peux soit le laisser comme il est, un nœud un petit peu, ah ça a un nom, ça, flûte oublié, non, un nœud dur, mais je peux aussi le rendre doux. Donc, je sélectionne mon nœud et je décide de le rendre doux. Et tout de suite, on voit que celui-ci, je vais le rendre doux aussi. On voit que les petites tangentes là, vous les voyez, ces lignes-là, les petites tangentes qui sont aussi des lignes qu'on peut utiliser pour modifier des formes. Ces petites tangentes, sur un nœud doux, elles sont alignées. Sur un nœud, alors est-ce qu'il me reste des nœuds durs? Celui-ci est un peu dur. Les deux tangentes ne sont pas alignées. Si je le rends doux, elles s'alignent. Alors, dans les types de nœuds, je peux aussi avoir des nœuds symétriques. Alors, le nœud symétrique, ce n'est pas toujours génial parce que ça veut dire que la courbe a la même allure des deux côtés. Et pour le coup, quand la courbe a la même allure des deux côtés, ben, on ne fait plus tout à fait ce qu'on veut. Ça convient à certaines choses, mais pas à tout. Là, il me reste, je vois encore des nœuds durs. Je les passe en nœud doux. Et comme ça, vous pourrez améliorer quand vous jouerez, si vous décidez de jouer. Ce que je vous conseille quand même vivement, parce que maîtriser nœud doux, maîtriser les courbes de Bézier, c'est une grande partie de la réussite. Ça veut dire que vous allez être capable de modifier ensuite toute une série de vos travaux. Alors, je vous ai parlé des nœuds, je vous ai parlé de la direction. J'ai une petite feuille à côté, sinon j'oublie. Des tangentes, les nœuds durs, les nœuds doux. Je voudrais vous montrer un autre type de tracé. Donc là, on a utilisé les courbes de Bézier. Mais on peut utiliser autre chose pour faire du tracé vectorisé. C'est le crayon à main levée. Et puis, je ne vais pas lui demander de lissage. Sinon... Bon, pareil, j'ai plein de choix possibles. Et puis, je vais essayer. Voilà, je dessine une bouclette exprès, bien compliquée, moche et tout. Ça, c'est encore une fois, si on y regarde de tout près, c'est encore une fois un travail du type courbe de Bézier. C'est donc un chemin. Les chemins, ceci est un peu compliqué, on a toujours la possibilité de les simplifier. Là, il y a beaucoup de nœuds. L'inconvénient, quand même, pourquoi simplifier? Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? L'inconvénient, quand on a énormément de nœuds, c'est que si on transforme, par exemple ça, la transformation, elle est très locale. Alors que si on a simplifié le chemin, on va avoir moins de nœuds et on aura des transformations qui affecteront des zones plus importantes. Et puis, ça nous lisse un petit peu les courbes de simplifier. Donc, on peut simplifier jusqu'à une certaine limite. Mais cette option simplifier, ne l'oubliez pas, elle est très souvent utile.
je sélectionne ce petit bout de forme dont je n'ai pas besoin pour vous là. On revient à l'éléphant. Alors, ajouter un nœud, supprimer un nœud, joindre deux lignes en ajoutant un. Oui, ça, j'ai pas fait. Ben, je le ferai une autre fois. Je le ferai après. Ma boîte à objets, je regrette vraiment qu'on ne puisse pas l'agrandir. Tu vas l'agrandir, il y avait ta flèche. Oui, mais le problème, c'est que quand je suis en ligne comme ça, la flèche, tu vois là, elle ne Non, s'active. alors mets-toi un petit peu plus au milieu. Au milieu, je joue sur l'opacité de ma. Non, non, c'est vraiment. Et Françoise, qui a fait l'autre conférence l'autre jour, a eu exactement le même problème. Moi, je ne fais pas de conférence et j'ai exactement le même problème sur le mien. Donc, j'adore. ah oui, oui, il n'y a plus moyen de. Même que j'ai les fonds et contours dans la boîte de. Ah, Dans cette boîte. c'est vraiment pas pratique parce que c'est l'essentiel de notre séance de ce soir. Bon, on va quand même essayer, mais c'est pas top. Donc, cette image-là, ce dessin-là, il est constitué d'un seul chemin. Vous verrez dans cette boîte à objets que chaque chemin va porter un numéro. Ce chemin-là porte le numéro 245. Je vais vous le rescinder, tiens, comme ça on va y voir un petit peu plus clair. Je me mets sur ce point-là et je vais demander, avec un point, d'en faire deux. Et dans les chemins, je vais demander à séparer. Clac. Et on imagine, voilà, on voit, on aperçoit que hop, j'ai deux chemins, le 245 et le 255. Le 245, c'est de la trompe à la fin de la patte. Le 255, c'est de la fin de la patte jusqu'au bout là. Petite révision, comment je referme? Comment je fais en sorte d'avoir plus qu'un seul chemin? Sélectionne les deux nœuds et puis tu fais de deux, tu fais un. Je sélectionne les deux nœuds. On appuie sur Shift et J et ça les scène. Shift et J. J, oui. Et normalement, ça les scène. Non, et non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une option que je connais et apparemment, je n'arrive pas à la faire. Il faut les sectionner tous les deux, il faut qu'ils soient bleus tous les deux. Alors, en fait, il faut que les deux chemins soient sélectionnés pour pouvoir ensuite sélectionner les deux nœuds. Quand les deux nœuds sont sélectionnés, on n'y voit plus rien d'ailleurs, parce qu'ils sont l'un sur l'autre. Et je demande à passer de deux nœuds à un seul. Et on voit que je n'ai plus qu'un seul chemin. Alors, ma démonstration sans boîte à objets, elle n'est pas probante. Comme il nous reste que 10 minutes, c'est bien. Pendant l'interclasse, là, si vous permettez d'appeler ça comme ça, j'agrandirai ma boîte pour vous la présenter grande dans la séance d'après. Alors, je poursuis. Comment? De recliquer sur ton objet. Oui. Essaye de fermer ta boîte objet. Oui. Et tu recliques sur objet. Ça marche pas. J'aimerais bien. Hein. Non, c'est vraiment quand on est en. Ah non, là, vraiment, il ne veut rien savoir. Et quand tu cliques, va cliquer sur les trois petits traits là, les trois petits traits noirs. Oui. Et avec ton clic droit, regarde, tu dois avoir agrandir dedans. Caché, non, je n'ai. Non, mais quand tu tiens cliquer, alors je crois que j'ai fait avec contrôle ou. Non, il y a un truc par là. On va se débrouiller comme ça pour finir ça. Et entre les deux, j'agrandirai la boîte quand on sera déconnecté. Alors, maintenant, je voulais mettre le doigt sur autre chose. En broderie, on a deux principes importants. Chaque fois où on a un type de broderie différente, on a besoin d'un chemin différent. Alors là, on a un seul chemin. Alors, moi, je vous propose qu'on fasse un deuxième chemin. Ce pauvre éléphant,
va transporter un petit homme. Et il faut qu'on lui mette un siège pour transporter ce petit homme. Voilà. Enfin, non, ça fait un palanquin si mes souvenirs sont bons. Voilà. Grosso modo. Le petit homme s'installera ici. Et ça sera, alors, en bleu. J'en profite pour vous montrer aussi une option pour colorer plaque. Quand je me mets sur une des couleurs de la palette, je peux l'utiliser pour définir le fond ou le contour. Là, je ne veux pas de contour. Donc, je vais sur pas de couleur et je dis que je ne veux pas de couleur pour le contour. Voilà. Donc, si je voudrais que mon éléphant soit réalisé avec un petit point de zigzag simple, donc je vais monter mon zigzag à 1,5 mm. Et puis je le palanquin là. J'aimerais que le palanquin, le dos là, la petite couche pour le gamin, je voudrais que le zigzag passe par-dessus cette pièce bleue. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Avez-vous une idée? Là, il passe dessus, je voudrais qu'il passe dessous. On déplace le calque. On déplace le chemin. Oui, très bien. Comme un calque. Donc, ce chemin, ce n'est pas tout à fait comme un calque. Donc, je déplace vers le bas. Donc, il est passé derrière. Et on devine là que j'ai un autre chemin par-dessus. Donc, en broderie, une partie de notre travail, oh là là là, une partie de notre travail, ça va être de placer des chemins. Donc, dans la deuxième séquence, je vous donnerai des outils pour placer vos chemins. Et bien maintenant, on va paramétrer tout ça. Extension. Pour la broderie, j'ai deux broderies différentes, donc 2 chemins. Je vais commencer par paramétrer le contour que je veux en zigzag. Dépêchons, je nomme. On n'a pas que ça à faire ce soir. Voilà. Bon. Oh, c'est un peu espacé tout ça. Allez. 0,25. Ah, c'est beaucoup plus joli. Ça me convient bien. Donc, c'est un trait réalisé au zigzag. Alors, il existe d'autres façons de travailler des courbes comme ça. Ça s'appelle les colonnes satin. Ça nous évite en particulier ces petits angles qui ne sont pas très jolis, là. Mais ça nécessite aussi un tout petit peu plus de maîtrise. Donc, on a prévu avec Françoise de présenter ça à la 4e séance. Donc, aujourd'hui, on se limite au zigzag. Et puis, on va voir comment faire un petit point de remplissage pour remplir cette partie-là, le chemin 257. Donc, de la même façon, on s'en va le paramétrer. Donc là, on prépare tout bêtement notre broderie. Un chemin, une broderie. Alors, on verra qu'on peut associer plusieurs broderies pour faire des choses semblables. Voilà. En standard, là, je n'ai rien paramétré du tout. J'ai utilisé les paramètres du logiciel. Il nous fait une sous-couche. C'est la sous-couche qui est un petit peu écartée, là. La couche supérieure, c'est la couche qui est horizontale. Elle est à 0. Je peux la mettre à 45, 60, etc. Je peux aussi décider, et ça c'est un effet qui est assez sympa, d'avoir une sous-couche et une couche supérieure qui soient semblables, avec des espacements semblables. Alors, je vais vous le proposer, je vais mettre un espace à 0,8 et la même chose sur la sous-couche. Et ça donne des trucs assez sympas, façon point de croix. Alors. C'était joli ton point de croix l'autre jour. Eh bien, je l'ai fait comme ça, justement. C'était ça que je voulais vous montrer. Ben, tu vois, ce que je t'ai posé comme question hier, c'était pour justement enlever le chemin de dessous. Oui, alors je vais pouvoir mettre du millard. Voilà, alors chemin de dessous, t'en veux pas. Évidemment, tu poses toujours des questions. Hein. Chemin de dessous. Bon, alors, Pépère. Voilà. Voilà, il n'y en a plus. Voilà, tu l'as essayé. Ah, il faut que je fasse. Non, il faut que tu fasses sur les deux.
Et sur les deux. Et voilà. Voilà. Bon. Et ça donne un... Je suis en train de le tester sur un motif. D'accord. Sur ta petite emballeuse. Hein? Sur ton emballeuse. Ah non, non, sur l'emballeuse, justement, j'ai les sous-chemins. Je suis en train de faire autre chose et je voulais qu'il y ait vraiment un coin avec du millard. D'accord. Et en enlevant les deux, sur les deux, sur l'autoremplissage et sur la sous-couche, oui, on voit bien. Voilà. N'oubliez pas, quand vous avez paramétré puis que ça vous plaît bien, d'appliquer et de quitter. Voilà. Donc, ça va être mémorisé. On garde toujours deux versions de son travail. On garde toujours la version SVG et la version broderie. Donc, ça nécessite deux enregistrements. Un enregistrement sous le nom éléphant en SVG, et puis j'annule parce que je ne vais pas le garder, et un deuxième enregistrement sous. Et alors là, au format, moi j'utilise une Janome, donc c'est le format de broderie Janome, et c'est du GEF. Mais vous avez d'autres choix possibles. Et c'est ce fichier-là qui sera transporté vers la machine à broder. Alors là, ben, on est à moins d'une minute de la fin, je pense qu'il va se taire bientôt. On dit qu'il est 39, donc on se retrouve vers 45, avec a priori le même lien. Et le travail suivant, c'est une broderie qui est à replacer. Voilà, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Ça va, de toute façon, ça va nous couper. S'il y a une question, c'est le moment, mais pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. J'enregistre 3 fois, donc Deux mon fois. détail en SVGZ et donc un produit de broderie. Alors, SVG, c'est le dessin. SVG. Mais c'est pareil, j'enregistre en SVGZ. Oui. De façon que si je veux recorriger, oui, je peux revenir carrément dessus. Oui, le SVG et le SVGZ, tu peux toujours revenir dessus, oui. Le SVGZ, il est pratique quand on échange des fichiers, en particulier sur Messenger.